Bonjour à toutes et à tous. À partir de 2050, le petit commerce, ruiné par l'essor des grands magasins au début du XXe siècle, le petit commerce commencera à renaître de ses cendres. Moins consommateur d'énergie et capable de faire des économies d'échelle, le petit commerce profitera en outre de la difficulté croissante de déplacement des consommateurs vers les zones commerciales implantées en périphérie des villes, à une époque où la voiture était reine et où le carburant était bon marché. Dans un contexte inversé, le commerce de proximité reprendra ses droits et démontrera tout son intérêt. À mesure que les grandes surfaces excentrées fermeront leurs portes, nombre de leurs employés de ces grandes surfaces se reconvertiront en ouvrant des boutiques de centre-ville dans leur domaine de compétences. Et on assistera alors à un juste retour des choses, car après que les petits commerçants aient été paupérisés et aient été réduits à l'état de simples salariés durant tout le XXe siècle par le grand commerce, ce dernier, demain, les restituera contraints et forcés à leur vocation d'origine. Pour ce qui concerne les transports, nous avons déjà décrit dans la chronique intitulée « La fin de l'industrie lourde », nous avons déjà décrit le processus d'extinction progressive des industries de construction d'engins et de transport motorisés, automobiles, ferroviaires, aéronautiques, navales. Comme toutes les autres industries lourdes développées par l'activité humaine depuis le milieu du XVIIIe siècle, le domaine des transports n'échappera pas au retour des ateliers artisanaux. Les techniques de traction motorisée n'étant plus disponibles, c'est tout naturellement la traction animale qui redeviendra la force motrice du transport routier. Et pour réaliser cette réartisanalisation des transports, il faudra pour cela exhumer un certain nombre de savoir-faire anciens, savoir-faire plus ou moins enfouis dans la mémoire collective, ce qui ne facilitera pas le redémarrage. Toutefois, la nécessité ayant force de loi, différents types d'attelages à cheval feront leur apparition, chacun adapté à un usage particulier. La charrette, véhicule à deux roues muni d'un brancard simple ou double et de deux ridelles. La carriole, petite charrette. Le charreton, autre sorte de charrette sans ridelles. Le barreau, charrette encore plus petite à deux roues non suspendues souvent à un bras. Le cabriolet, véhicule léger à un seul essieu, conduit par un des passagers et généralement muni d'une capote amovible. Le tilbury, voiture légère de type cabriolet à deux roues ouvertes, souvent sans capote. Le char, voiture à deux roues, ouverte à l'arrière, fermée sur le devant, tirée par des chevaux et utilisée dans les jeux, les cérémonies publiques. Le chariot, voiture à quatre roues, apte à transporter divers fardeaux. Le haquet, charrette étroite et longue, dépourvue de ridelles, servant essentiellement au transport des tonneaux ou des containers importants. Le tombereau, véhicule à deux roues destiné au transport de marchandises lourdes, tombereau que l'on bascule pour vider, etc., etc., etc. Il va de soi que la nature même de ces nouveaux véhicules routiers allongera considérablement la durée des transports de longue distance et limitera de la même façon le volume et le poids des charges qu'on aura embarquées, ce qui renforcera encore la nécessité d'une économie relocalisée et d'une distribution par circuit court. Dans le même ordre d'idée, les engins de transport maritime redécouvriront les coques en bois et la propulsion
à éoliennes, ce qui allongera par là même les temps de parcours et qui réduira significativement les quantités de fret pouvant être embarquées. Pour ce qui concerne le transport ferroviaire, les pays riches en ressources forestières, dont la France d'ailleurs, tenteront de continuer à exploiter un petit réseau de lignes sillonnées par des locomotives à vapeur, alimentées par du bois, mais cette forme de transport restera tributaire de la disponibilité en métaux ferreux et métaux non ferreux pour pouvoir entretenir l'ensemble du matériel roulant. C'est principalement cette contrainte métallique, plus encore que la contrainte énergétique, qui expliquera la quasi-fin du transport ferroviaire constaté après 2100. Quant au transport aérien, il aura naturellement disparu depuis 2060. Donc après le devenir du commerce et des transports, voyons ce que nous pouvons pronostiquer pour le tourisme. Le tourisme, qui est bien une activité du secteur tertiaire, qui propose une palette étendue de services aux particuliers qui désirent voyager pour leur plaisir hors des lieux de vie habituels et y résider de façon temporaire, eh bien, ce secteur économique, le tourisme, pris dans sa globalité, inclut des transports dédiés, une industrie hôtelière, un ensemble d'activités liées à la satisfaction et au déplacement des touristes. Il est vrai que le voyage d'agrément existe depuis l'Antiquité, mais le tourisme proprement dit n'est apparu qu'à partir du XIXe siècle en Europe. En 1803, par exemple, le terme touriste entre dans la langue française, dérivé du mot anglais tourist, qui est apparu en 1800, et désigne des voyageurs parcourant des pays étrangers avec d'autres buts que les affaires, d'autres buts que l'exploration scientifique ou d'autres buts que le prosélytisme religieux. Le terme tourisme désigne alors tout simplement le comportement d'un touriste sans autre connotation économique. À partir des années 2000, la définition du mot tourisme s'affine et plusieurs organisations internationales s'accordent sur un énoncé qui est le suivant. Tourisme, activité déployée par les personnes au cours de leur voyage et de leur séjour dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. Le tourisme profite alors du déploiement de nouveaux modes de transport, du développement de l'hôtellerie et de la restauration qui utilisent les infrastructures existantes ou les créent pour des besoins adaptés. Stations touristiques. Naissance des stations touristiques. Et la devise économique du tourisme devient alors plus loin, plus vite, moins cher. Plus loin, plus vite, moins cher. Car le développement du tourisme fut intimement corrélé au développement des transports et à la baisse de leurs coûts, surtout pour ce qui concerne l'avion, ainsi qu'à l'élévation du niveau de vie et à l'accès aux congés, permettant de consacrer plus de temps et plus d'argent aux loisirs, et principalement au tourisme. Le développement de ce qui est devenu par la suite l'industrie du tourisme. Ce développement fut l'un des phénomènes les plus marquants de la fin du XXe siècle. En 1950, 25 millions de touristes franchissaient une frontière internationale. En 1990, ils étaient 500 millions à le faire. 25 millions, 500 millions en 40 ans. En 2012, la barre du milliard était franchie. L'Europe, à elle seule, accueillait 670 millions de personnes, soit la moitié des touristes internationaux. Nous étions entrés alors dans l'ère du tourisme de masse.
Les recettes de ce tourisme enregistrent au niveau international une croissance spectaculaire depuis le milieu du XXe siècle, passant de 2 milliards de dollars en 1950 à 104 milliards en 1980, puis à 495 milliards en 2000, à 1260 milliards en 2015, selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Le tourisme représente 10% du PIB mondial et 9% des emplois. Alors l'hôtellerie, qui est la branche majeure du tourisme, elle aussi, elle a acquis le statut d'industrie. L'hôtellerie regroupe l'ensemble le terme générique hôtellerie, ça regroupe l'ensemble des établissements qui proposent un service d'accueil, de gîte, de couvert à des clients de passage pendant une durée déterminée en échange d'une contribution. Le processus d'industrialisation de cette activité s'est accompagné d'une mutation des structures d'accueil. Les nouveaux grands hôtels accueillent une clientèle nombreuse et emploient de nombreux salariés. L'auberge traditionnelle, qui avait été un lieu d'étape pour un voyageur itinérant, devient l'hôtel moderne, qui est devenu un lieu de villégiature. Eh bien, la fin de l'aviation, vers 2060, sonnera le glas définitif du tourisme de masse, qui aura déjà commencé à être décliné à partir de 2030 avec la mise en place du rationnement des hydrocarbures, nous l'avons vu dans la chronique du début. Le business model du plus loin, plus vite, moins cher se transformera progressivement en plus près, moins vite et plus cher, entraînant de facto la prise de conscience par les masses que l'achat du produit touristique n'est que le fleuron le plus abouti de la consommation superfétatoire promue par la société capitaliste croissanciste, aujourd'hui en pleine déconfiture. Le tourisme de masse sera le premier des purs produits de la société industrielle à disparaître à peine un demi-siècle après son enfantement. Voici, pour le pronostic numéro 16, la contraction du tertiaire marchand. Et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 17e pronostic, le bouleversement des transactions immobilières. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.